Le club Massiac voulait agir dans le secret et recherchait l'appui du roi et de son entourage pour échapper au débat et à la législation de l'Assemblée. Dans un premier temps, il s'agissait d'éviter les divisions entre les colons et de résoudre le problème que posait la présence de députés des colonies à l'Assemblée, en les invitant à la plus grande discrétion. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Dans une nouvelle émission d'Histoire d'Haïti, nous allons plonger à la fin du XVIIIe siècle, en 1789 pour être plus précis, et la création d'un lobby. Nous allons parler du club Massiac, véritable lobby pro-colonial, pro-esclavagiste, qui va tout faire pour que les esclaves demeurent esclaves et pour que les affranchis n'aient pas plus de droits. C'est une société qui va se créer à Paris en réaction à la naissance de la Société des Amis des Noirs et qui va combattre la Société des Amis des Noirs et qui va combattre la Société des gens de couleur et qui va donc se dresser comme un véritable groupe d'influence tout près du pouvoir politique français afin de faire en sorte que Saint-Domingue ne soit pas représenté lors des États généraux. Nous allons donc présenter cette émission en deux volets, dont voici le premier. Avant de commencer, il importe d'essayer de cerner le sens de ce mot lobbying. Qu'est-ce qu'un lobby? Les groupes d'influence sont nommés pour la première fois en 1787-1788 quand Alexander Hamilton, John Jay et James Madison, lui-même propriétaire d'esclaves et futur 4e président des États-Unis, publient les papiers fédéralistes, champ de texte dans lequel il représente entre autres l'apport de certains groupes sociaux susceptibles d'influencer la vie politique et économique. Mais c'est au milieu du 19e siècle qu'on va parler de lobbying pour exprimer les jeux d'influence dans les couloirs du Parlement britannique afin d'influencer les votes. Le mot est donc d'origine anglo-américaine. Le mot désormais défini par Alain Rey dans le dictionnaire historique de la langue française comme un groupe de personnes représentant des intérêts particuliers. Ainsi, vu l'origine historique du mot, il n'y a pas d'anachronisme de parler de lobbying pour exprimer une réalité datant de la colonie de Saint-Domingue. On va donc emprunter ce concept et sa définition afin d'encadrer cette étude sur le club Massiac. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est un laboratoire où est exprimé un type inédit de préjugés. C'est le racisme biologique, ou la discrimination de l'épiderme, qui va donner naissance à une nouvelle aristocratie de l'épiderme. C'est la couleur de la peau qui définit le statut, le sort social, juridique et psychologique. C'est elle qui définit le droit à la propriété, le droit à la liberté et la propriété elle-même. Et la propriété peut-elle une catégorie sociale exclue, selon le critère exclusif de l'épiderme, en l'occurrence l'esclave. Et pour sortir de ce schéma, chaque catégorie sociale doit faire valoir sa présomption d'humanité et ses droits naturels. Dans ce contexte, les mulâtres appelés hommes de couleur à l'époque tenteront de se rapprocher du statut du blanc par l'éducation et l'enrichissement. La propriété des esclaves est ardument cultivée. C'est dans ce contexte que le club Massiac va jouer de ses influences contre les esclaves, mais aussi contre les mulâtres. Et dans ce combat, tous les coups sont permis. Le 19 février 1788, un événement va secouer la France. En effet, Jean-Pierre Brissot de Roarville fonde la Société des Amis des Noirs. Il réclame à court terme la fin de la traite et à long terme l'abolition pure et simple de l'esclavage. Il publie des pamphlets abolitionnistes. Ils envoient des lettres ouvertes. Ils tiennent des réunions partout à Paris. Les colons doivent réagir. Ainsi, le 20 août 1789, les riches colons de Saint-Domingue et des Petites Antilles fondent une société d'influence dans les locaux parisiens de l'hôtel Massiac, situé à la place des Victoires à Paris. C'est la naissance du club Massiac. Le chef de file du club est Louis Marthe de Goudarcy, président de la loge militaire franc-maçonne,
la candeur. C'est d'ailleurs ce député de la noblesse de Saint-Domingue, siégeant aux États généraux, qui va demander au roi Louis XVI de procéder à l'interdiction des séances de la Société des Amis des Noirs, et qui va pousser le souverain français à demander « Ces pauvres Noirs ont-ils donc des amis en France ? Tant mieux, je ne veux pas interrompre leurs travaux. » Les hommes du Club Massiac sont également des cofondateurs du Comité des colons de Saint-Domingue, dont la prétention est de représenter la colonie afin de la garder dans son état actuel. Le Club Massiac se dresse donc comme un véritable corps anti-révolutionnaire. Pour marquer son territoire, le club se réunit régulièrement à l'hôtel Massiac, à proximité du ministère de la Marine. Cela leur permet d'influencer les décisions des centres de pouvoir et en particulier du comité colonial de l'Assemblée constituante. Leur objectif principal est de faire pencher les décisions dans le sens des revendications des planteurs blancs de Saint-Domingue et des Petites Antilles. Le club est soutenu par tout le secteur économique français qui a peur de perdre sa position dominante. Le 1er septembre 1789, les colons bordelais fondent un équivalent du Club Massiac au nom de Comité américain, à l'initiative de 2 familles de négriers notoires, spécialistes dans le rapt et la vente d'esclaves depuis le début du XVIIIe siècle, la famille Neyrac et la famille Gradis. Ces familles vont être les plus fortunées de Bordeaux. Ces protestants vont amasser fortune grâce au commerce des esclaves. Les 2 entités vont étroitement collaborer. Le Club Massiac devient un acteur clé de cette période. Il est alors le plus grand lobby pro-esclavagiste et pro-colonial de son époque. En principe, le lobbying a 2 volets. Défendre quelque chose et attaquer quelque chose d'autre. Cela suppose une cause à défendre, mais aussi des ennemis potentiels à combattre, parfois par tous les moyens d'influence possibles, y compris le mensonge et la manipulation. Les ennemis du club, identifiables et identifiés, sont nombreux. Qui sont-ils ? Nous avons pu identifier 5 ennemis potentiels. En effet, le Club Massiac fera de la Société des Amis des Noirs et de la Société des Citoyens de couleur des ennemis viscéraux. La menace qui pèse sur les colons est la possibilité d'assimilation des habitants de la colonie de Saint-Domingue aux Français et d'accepter que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen leur soit applicable. À ces 2-là, il faut ajouter les blancs non propriétaires, comme des ennemis potentiels des grands planteurs. En effet, ces derniers méprisent ces blancs non propriétaires appelés petits blancs ou blancs manants. Ils les considèrent même comme des facteurs de trouble, voulant créer un chambardement dans la colonie, afin de se substituer à eux, nous dit le professeur Sauveur-Pierre Étienne, dans son ouvrage intitulé « L'énigme haïtienne, échec de l'État moderne en Haïti », publié en 2007. Ensuite, le club prend également pour ennemis les philosophes des Lumières et leurs idées universalistes visant à faire triompher en cette fin du XVIIIe siècle les droits naturels des individus. Ces philosophes qui ont influencé les députés à rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ennemis potentiels donc ces philosophes. Même s'il faut admettre que aborder un tel sujet implique de prendre une précaution méthodologique ferme. Précaution qui consiste à dire que certains philosophes des Lumières n'étaient pas opposés à l'esclavage et n'allaient pas à l'encontre des principes du Club Massiac. C'est le cas notamment de François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, qui avait confié ses investissements à son banquier Jean-Robert Trochin, lequel les avait investis dans le grand commerce de l'époque, celui des esclaves. Sujet tout trouvé pour une nouvelle émission. À vous. Enfin, le club attaquera de plein fouet ce qu'ils aiment appeler la tyrannie politique, ces députés et ces membres du gouvernement qui ne connaissent rien à la réalité coloniale et qui donnent des leçons. Ainsi, le club va dénoncer sans arrêt ce qu'ils appellent le despotisme ministériel. Et les cibles politiques des colons sont claires. Le ministère de la Marine, les États généraux et bientôt l'Assemblée nationale. Le club va attaquer ses ennemis sur 3 fronts. L'arme raciale contre les mulâtres et les noirs, l'arme sociale contre les petits blancs, l'arme politique contre les autres. Et celui que vise le club est le ministre de la Marine, César-Henri Guillaume de la Luzerne. Lieutenant général des armées, il est nommé gouverneur général des îles sous le vent de 1785 à 1787, puis secrétaire d'État à la Marine à 2 reprises, entre 1788 et 1790. Royaliste de conviction, la Luzerne est l'homme qu'il leur faut pour gagner leur bataille contre les esclaves et contre les affranchis. C'est l'allié du Club Massiac, on pourrait même dire un membre occulte de celui-ci.
Pour comprendre le logiciel idéologique du club Massiac, il faut revisiter les écrits d'un homme, Moreau de Saint-Méry. Le juriste martiniquais est même l'imminent théoricien du club, son porte-parole à l'Assemblée nationale, l'idéologue du groupe, inventeur et défenseur du concept d'aristocratie de l'épiderme dont parle Florence Gauthier dans son ouvrage « Aux origines du racisme moderne » 1789-1791. Moreau de Saint-Méry est un membre fondateur et fondamental du club. Une émission sera consacrée à cet homme, l'idéologue de l'esclavage. En attendant, disons seulement qu'il est l'auteur de nombreux codes de loi pour les colonies françaises d'Amérique. Il devient membre du très conservateur Cercle des Philadelphes, fondé par ses beaux-frères Artaud et Brody de Lausière vers 1785. C'est lui, Moreau de Saint-Méry, qui fera le lien entre le Cercle des Philadelphes et les loges maçonniques d'Europe. Un cercle qui va se préparer à faire face à la fin de la traite et au soulèvement des esclaves. Et une fois les États généraux convoqués, Moreau de Saint-Méry va s'installer à Paris, afin de défendre dans le cercle parisien les intérêts des colons. La contribution de Moreau de Saint-Méry est telle que c'est lui qui va imaginer une stratégie qui aura un double effet pervers en faveur des colons. En effet, il propose un système électoral réservé aux planteurs en fonction du nombre d'esclaves qu'ils possèdent. Selon ce système, pour être électeurs aux assemblées de la paroisse, les colons doivent posséder un fonds de terre travaillé par au moins 10 esclaves. Des assemblées paroissiales qui à leur tour élisent des représentants aux assemblées provinciales. Pour être éligibles à ces assemblées provinciales, les colons doivent être propriétaires d'un fonds de terre travaillé par au moins 20 esclaves. À leur tour, ces assemblées provinciales vont désigner les représentants de l'Assemblée générale de la colonie. Projet ô combien ambitieux, visant clairement à prendre le pouvoir politique à Saint-Domingue. Ce projet qui sera accepté par le ministre de la Marine Guillaume de la Luzerne le 28 septembre 1789. Le 3 octobre 1789, ce dernier va envoyer son secrétaire personnel, Saint-Germain, lui-même membre du club Massiac, à Saint-Domingue, afin de faire connaître ce système proposé par Moreau de Saint-Méry. Ainsi, par ce système imaginé par Moreau de Saint-Méry, non seulement les planteurs blancs propriétaires d'esclaves mettent la main sur le système politique à Saint-Domingue, mais cela va avoir pour effet de conduire à une prolifération de la traite. Car les colons savent que pour être à la fois électeurs et élus, ils doivent posséder le plus d'esclaves possible. Enfin, Moreau de Saint-Méry sera en tête des tentatives visant à empêcher l'alliance entre les Noirs et les affranchis. Quand la Société des Amis des Noirs rencontre la Société des Citoyens de couleur, le 24 novembre 1789, Moreau de Saint-Méry est le premier à monter au créneau pour dénoncer pareille association. Pour régner, les colons savent qu'ils doivent continuer à diviser. Mais à force de vouloir tout garder, on risque de tout perdre. Et les acteurs en colère de Saint-Domingue ne sont pas prêts de se calmer.